Salut à toutes, salut à tous. Les rencontres internationales sont terminées. Il est temps de reprendre le chemin des stades de Première Ligue. On le fera dans Piel Club déjà pour préparer le week-end en compagnie de Jean-François. Bonsoir. De Frédéric. Bonsoir. Et de Christian qui nous attend dans son nouveau studio. Salut Christian. Bonsoir messieurs. On vous retrouvera d'ici quelques minutes pour parler des rencontres du week-end. En attendant, la grande nouvelle qui concerne le football anglais, en tout cas cette semaine, c'est la nomination de Thomas Tuchel comme sélectionneur de l'Angleterre. On peut dire que ça a surpris pas mal de monde en Angleterre, même si on savait qu'il était parmi les candidats. Et on peut dire que ça n'a pas plu à une partie quand même des tabloïds londoniens, britanniques, qui en ont fait leur chou gras, c'est le cas de le dire. Ben oui, ça a même réveillé quelques bas instincts de certains chroniqueurs journalistiques, qui c'était carrément xénophobe, raciste. Évidemment, il est allemand, c'est l'Angleterre, donc ça rappelle pas mal de choses. On est en 2024, voilà, et on pense encore à la Deuxième Guerre mondiale du côté de... Surtout dans un championnat où il y a peu d'entraîneurs anglais, finalement. Donc, oui, voilà. Il y en avait quelques-uns candidats, notamment Edio. C'est peut-être ça aussi qui a un petit peu déplu à non, certains... il n'y a aucun entraîneur anglais n'a gagné la Première Ligue. Je pense justement qu'il n'y a que Edio qui a déjà mis une équipe dans le top 3, oui. Mais c'était avec le Thomas dopage Tuchel financier de... n'a pas gagné la Première Ligue non plus, mais il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, donc il connaît quand même ce très peu football de temps, britannique. C'est vrai. J'ai envie de dire peut-être que, en fait, Tuchel, tous ses anciens joueurs disent que tactiquement il est très très fort, mais on a l'impression que c'est dans le relationnel quotidien qu'il y a un petit problème, puisqu'il se dispute partout. Rappelez-vous son dernière expérience au Bayern. Donc dans le cadre d'une équipe nationale où il voit ses joueurs que de temps en temps, ça peut peut-être ne faire que garder le meilleur de ce qu'il a donné. Peut-être. Je n'en sais rien. C'est court, mais c'est intense, les rendez-vous d'équipe nationale. Donc, ils sont forts ensemble pendant une dizaine de jours. Donc, faut voir. Parce que c'est aussi les plus grands joueurs qui vont être là. Ça va être... Alors, il a l'avantage de... Il a une génération exceptionnelle, on est d'accord. Il les connaît bien. Il les connaît. Et tout. Il ne commencera qu'au mois de janvier. Ça, c'est la particularité. Donc, il ne fait pas les derniers matchs de Ligue des Nations maintenant au mois de novembre. Voilà. Et... non, enfin, moi je trouve pas ça plus choquant que ça. La seule chose, c'est que c'est vraiment un boulot complètement différent. Et c'est vrai que dans ce job-là, il démarre à peu près de zéro parce que c'est pas du tout le même genre de travail, le même genre d'approche non plus. Il démarre pas à zéro puisque l'équipe a quand même fait des finales d'Euro, demi-finale Coupe du Monde. Je sais, mais il a quand même quelque chose en main là pour essayer de les amener à la Coupe du Monde et faire le meilleur résultat possible. Il a quand même une fameuse équipe. Mais la grande question, c'est est-ce qu'il sera pendant les matchs au bout du terrain, en training avec sa casquette? Ça, c'est la grande question existentielle. Rappelez-vous, il était souvent comme ça au bord des terrains. Ouais. Est-ce qu'il osera faire ça en tant que patron de l'équipe d'Angleterre? Je ne crois pas. Et il ne chantera pas l'hymne national britannique. Oui, on en fait déjà toute une histoire. C'était de la provocation déjà de la part des journalistes anglais. Est-ce qu'on peut chanter l'hymne national d'une autre nation qui n'est pas la sienne? Quand on est allemand, en plus, je pense que ce serait quand même un petit peu délicat de le faire. Mais enfin, c'est intéressant de voir la suite. Et on ne peut pas encore dire si ça va fonctionner, mais en tout cas, c'est un mariage intéressant. Ce qui est marrant, c'est que la presse allemande, elle, a tendance à dire que c'est un traître. Donc le mec, des deux côtés, c'est très très mal vu cette signature. Je pense que Tuchel aime cette position un petit peu ambiguë et je pense qu'il va en profiter. Voilà, exactement. Voilà pour cette petite parenthèse avec la sélection anglaise. Pour replonger dans la Première Ligue après ces 2 semaines, 2 semaines sans championnat anglais, je vous propose de revoir les plus beaux buts de la 7e journée. C'est parti. Options gathering in the middle. He fancies it himself. Oh, that is fantastic. Iwobi now. Jimenez again, trying to create one for Pereira. It's beautifully made, and he took it well too. Fulham's season is going from strength to strength. Van Dijk. Tsimikas. Gakpo. And Gakpo into a great area where it's tucked in, polished off eagerly, gleefully by Diogo Jota. And it's taken 8 minutes for the league leaders to strike. Buonanotte, Jamie Vardy waits. Buonanotte might go alone, and how! A brilliant goal from Facundo Buonanotte. Bowen now. It's a third for West Ham. Stolen by Partey into Havertz. It's Kai Havertz! It's in!
It's that man again for Arsenal. Now here's Solanke, and he gets it through for Johnson, and they've scored this time. It's Brennan Johnson yet again. He's in the form of his life. All over from Foden. Bernardo Silva. Kovacic! Oh, he enjoyed that one. And so did the Etihad. Greaves ready to make his move. O'Shea also trying to get his head to the ball. They're level, and who else but Liam Delap? So much fizz on the shot. Liam Delap yet again. Palmer, who's impressed plenty this season. Madueke. Madueke wants it onto his left foot, and he's gone all the way through. And Chelsea have their equaliser. He's been threatening it all afternoon, Noni Madueke. Blackstone's down for now. It's a remarkable amount of space for him to operate in. Well, that's a third-man runner. It's wonderful from Brentford. It's Archer, it's in! Arsenal's picked apart, and Southampton have taken the lead at the Emirates. Matoma getting it forward here. It's Ruta, and it's an equaliser. And inside the opening 12 minutes of the second half, Brighton have turned a 2-goal deficit back to parity. Allez, c'était la meilleure manière possible de se remettre dans le grand bain de la Première Ligue. Parmi les faits importants, vous le savez, on est toujours avec Liverpool qui est en tête, 18 points devant Manchester City, Arsenal avec 17 points, un point derrière. Mais deux équipes seulement encore invaincues, c'est Manchester City et Arsenal. Et en parlant d'Arsenal, on va voir qu'il y a un joueur qui est vraiment en forme, même s'il y a un petit doute sur sa présence ce week-end, parce qu'il s'est blessé, légèrement blessé avec la sélection anglaise. C'est Bukayo Saka. Regardez, il a réussi 7 assists en 7 matchs. Il n'y a qu'à la 6e journée qu'il n'a pas réussi de passe décisive. On peut dire qu'il respire la grande forme. Ben oui, il a toujours été bon. Puis parfois il y a preneur, parfois il n'y a pas preneur. Il y a des joueurs qui créent 40 occasions, mais on n'en fait rien. Lui, voilà. C'est aussi la qualité à la finition, le monde qu'il met dans le rectangle, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, non, on le savait, complet, il sait tout faire. Oui, je suis assez d'accord. Je fais une petite parenthèse sur Arsenal. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette année, ça va quand même être une bonne année. C'est la bonne. Ce qu'on disait déjà un petit peu l'année dernière. L'année passée, j'étais pas convaincu, moi, contrairement à d'autres. Mais c'est vrai que voilà, cette année, je sais pas, il y a un petit truc qui fait que même sans bien jouer, ils prennent des points, ils ont une attitude d'efficacité, j'ai envie de dire. Parce qu'il faut être en forme vers le mois de février-mars. Quand Manchester City appuie sur le champignon, c'est là qu'il faudra être costaud. Ouais, enfin, City, s'ils s'appuient sur le champignon, ils percent le plafond. Donc ils sont, pour l'instant, ils ne savent pas faire beaucoup mieux. Bukayo Saka, 7 assists déjà. Son record en une saison, c'était il y a 2 ans. C'était saison 2022-2023. Il en avait réussi 11. Donc il va plus que certainement battre son propre record. Et on verra s'il sera présent ce week-end. Pour Arsenal, on passe à la première rencontre qu'on va analyser, dont on va faire le preview. C'est Tottenham-West Ham. C'est parti. Let's go. It's Kulusevski, it's two. Soucek's in there, and West Ham United are level. Ce sera la première rencontre du week-end. Coup d'envoi samedi à 13h30. Ce sera sur Divertissez-vous et sur vous Sport World évidemment. Un derby londonien pour reprendre donc ce championnat, cette première ligue. Tottenham 9e avec 10 points. West Ham 12e avec 8 points. On peut dire que des deux côtés, il y a quand même une déception sur les 7 premières journées. Ce sont des équipes qui déçoivent, ça c'est sûr. On rappelle que Tottenham était quand même leader jusqu'à la 10e journée l'année passée. Invaincu pendant 10 journées. Là, ils ont déjà quand même perdu 3 matchs. C'est leur pire bilan en première ligue depuis 16 ans. Donc ils se sont mis sous pression là, tout seuls.
Alors, on va voir les résultats de Tottenham face au top 8 et on va voir que c'est assez compliqué pour le moment. Il y a eu la défaite à domicile face à Arsenal, la défaite à Newcastle et puis lors de la dernière journée, cette défaite quand même décevante parce que Ange Postecoglou, on l'a vu, c'était 3-2 à Brighton. On se souvient qu'à la mi-temps, c'était 0-2 pour Tottenham. Il a dit c'est la pire défaite depuis que je suis ici à Tottenham. C'est pas un message très positif quand même lancé à son équipe, aux supporters. Oui, les chiffres, le marquoir, certains vont dire que c'est la seule vérité qui compte, ils ont peut-être raison, mais dans tous ces matchs, vous savez qu'ils ont tiré, même Arsenal, 2 fois plus qu'Arsenal. À Newcastle, ils ont tiré 20 fois. Et en deuxième mi-temps, à Brighton, ils ont tiré plus que Brighton qu'en a mis 3. Donc le problème, je pense, de Tottenham, c'est pas le contenu forcément, ben c'est devant, derrière, quoi. Il n'y a pas assez d'efficacité. Fred, c'est comme les expected goals. Hein. Désolé. Ça, je m'en fous des expected goals. Bah oui, mais c'est un peu la même chose, sauf que c'est avec les frappes. Si tu tires 20 fois à St. James Park, ça veut quand même dire quelque chose. Oui, ça veut dire que... Ça veut dire que tu as un jeu offensif, mais qu'il n'y a pas de finition et que derrière... Voilà. Pourtant, c'est pas mal du tout au niveau offensif. Au niveau défensif, c'est aussi assez perméable, mais quand ça passe, ça passe. Donc voilà. Ouais, mais 0-2, être battu 3-2 à la fin, ça c'est quand même dur. À fond, hein, évidemment, on est d'accord. Enfin, je trouve, quoi. Et se quitter avant une trêve internationale sur ce résultat-là, et sur une déclaration de l'entraîneur qui, entre parenthèses, en a fait d'autres qui le mettent un peu en difficulté. Déjà après le derby, la défaite 0-1 face à Arsenal à domicile. Oui, mais c'est à mettre en perspective avec ce qu'il disait avant la saison, parce qu'avant la saison, il disait « Lors de mes deuxièmes saisons dans un club, je gagne toujours quelque chose. » Donc il va peut-être gagner quelque chose, on verra bien, mais il est en train de se mettre un peu sous pression tout seul. Et malgré tout, il y aura toujours ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas, mais cette équipe prend beaucoup de risques aussi, et c'est bien. On va rentrer dans les détails avec Christian. Christian, notamment, si on analyse, on l'a dit, il y a des problèmes offensifs et défensifs. Évidemment, dans une équipe en difficulté, c'est logique, mais on va commencer peut-être par les problèmes offensifs de cette équipe de Tottenham. Les problèmes, c'est comme Fred a dit, il y a évidemment il y a du jeu, il y a une intention offensive, mais il y a une efficacité offensive qui n'est actuellement très bonne que sur transition rapide. Or, généralement, la transition rapide, c'est un plan B pour des équipes du top ou un plan A pour des équipes plus basses de milieu de classement ou de bas de classement. Or, ici, on le voit sur le tableau et regardez sur la colonne de droite, ils ont 50% de leurs buts qui sont marqués sur des transitions rapides. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même en jouant contre des équipes de bas de classement, ils sont obligés d'être efficaces sur le jeu rapide. On le voit aussi, on le verra plus tard aussi, c'est un peu le même cas que Liverpool, sauf que, comme vous l'avez expliqué, il y a un équilibre défensif qui est différent. Et si on regarde un peu plus bas pour le comparer à d'autres équipes, il n'y a qu'une équipe aujourd'hui qui est au-dessus de la moyenne générale, c'est-à-dire à peu près de 42-43% de buts sur jeu dominant placé, il n'y a que Arsenal. Donc toutes les autres équipes rentrent un peu dans ce qu'on a parlé depuis le début de la saison, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation des transitions rapides, on profite beaucoup des mauvaises sorties de balles adverses, et c'est le cas pour Tottenham pour le moment, et c'est là-dedans qu'ils sont bons, mais ce n'est pas suffisant sur toute une saison d'être bon que dans ces domaines-là. Et puis elle manque d'efficacité, on l'a dit, c'est une des équipes qui tire le plus depuis le début de la saison, mais ils ont marqué, je crois que c'est 14 buts, voilà, ce qui est une bonne moyenne, mais ils auraient pu en marquer beaucoup plus, si on voit en tout cas les chiffres. Oui, ils peuvent en marquer plus, mais l'important, c'est de marquer toujours plus que ce qu'on encaisse. Et là, malheureusement, ils encaissent beaucoup trop, et on va le voir plus tard. Et ce qu'on regarde surtout avec ce tableau, c'est de se dire que le meilleur buteur actuellement, c'est Brennan Johnson, qui est en super forme, qui marque en Europa League, qui marque avec son équipe nationale. Mais regardez, il a marqué que 3 buts, et il a 21 possibilités depuis le début de la saison. Donc on l'a vu, on a expliqué déjà, il agace un peu ses compagnons qui trouvent en fait qu'il est un peu personnel. Il fait un peu partie de ces ailiers qui donnent pas beaucoup de passes décisives, mais qui marquent pas mal de buts. Mais dans l'ensemble, si on regarde le tableau, il y a pas mal d'occasions, mais il y a très peu de conversion et d'efficacité, à part si on regarde Son, mais qui est blessé depuis 2 matchs, où là, évidemment, lui, il a besoin que de 7 tirs pour marquer 2 buts, mais tous les autres, Solanke et Brennan Johnson, ont besoin de beaucoup trop d'occasions pour pouvoir convertir et que ça se termine en but. On voit quelques-uns des buts de Brennan Johnson. Il a aussi marqué que le Pays de Galles, donc il est quand même sur 7 rencontres consécutives où il marque, alors que je me souviens qu'on avait parlé de lui dans une émission précédente, un petit peu comme un joueur qui a des moments d'égoïsme dans un match. Oui, mais quand on est attaquant, on a un peu ce profil-là. C'est vrai que Christian nous disait peut-être qu'il
il marque plus qu'il ne donne d'assists. En tout cas, voilà. Il n'avait pas marqué sur les premiers matchs, mais là, il est quand même sur une belle série. Maintenant, il marque à chaque match depuis 7 rencontres, toutes compétitions confondues. C'est un bon joueur, c'est un profil intéressant. En même temps, c'est ce profil un petit peu... Je ne suis pas trop étonné de voir qu'il est à la conclusion de certaines actions et que cette équipe est plus efficace, j'ai envie de dire, sur des transitions. Ça ne m'étonne pas tellement vu le profil de l'équipe, mais c'est bizarre tout en sachant quelle est la conception de l'entraîneur qui est de jouer quand même avec un bloc très haut dans le camp de l'adversaire. Donc ça peut être étonnant. Donc voilà, mais comme Christian a dit, il profite plus des mauvaises sorties de balle peut-être de l'adversaire ou des moments comme ça de rupture dans le match. C'est moins dans la possession, dans la maîtrise en tout cas collective et de leur jeu à eux. Et puis il profite peut-être aussi de la place laissée par l'absence de Son. Oui. Donc c'est plutôt lui qu'on cherche. Qui sera normalement absent de nouveau ce week-end. C'est ça, voilà. Ça peut aussi expliquer cela, parce que Son, quand il faut être efficace, il peut l'être. Donc voilà, et puis on voit, hein, il est tout le temps là. C'est aussi peut-être un entraîneur qui dit allez, vas-y, n'hésite pas. Tu t'en fous si ça ne va pas, mais vas-y. Donc voilà, joueur à suivre en tout cas parce qu'il a encore une grosse marge, je trouve. Oui. Alors Tottenham, c'est 14 buts marqués mais aussi 8 buts encaissés. On a souvent parlé de ce bloc qui est positionné très haut. Ce sont les consignes d'Ange Postecoglou. Est-ce que dans les chiffres, on voit que ça pose problème dans l'équilibre de l'équipe en tout cas? Ça a posé problème en tout cas lors de la défaite contre Newcastle où dans les dernières minutes, ils ont encore joué avec un bloc très haut. Ils ont pris un face-à-face et un ballon dans le dos. Mais c'est surtout quelque chose qui est récurrent contre des équipes qui passent par les flancs et qui utilisent le centre. C'est la même chose que la saison passée, donc il n'a pas résolu ce problème-là. Il a encaissé beaucoup de buts par les flancs, suite à des centres, avec comme des constructions qui viennent et qui sont données au cordeau dans le dos de la défense. Les joueurs surgissent et donc ils se sont encore fait surprendre cette semaine contre Brighton. C'est difficile parce qu'en fait, il y a des choses qui reviennent semaine après semaine et malheureusement, il ne parvient pas à les résoudre ou à trouver la solution pour minimiser le nombre de buts sur centre. Mais en tout cas, c'est une grosse carence pour le moment et il faudra résoudre ça, sinon ils vont rester dans le ventre mou du classement. Et le ventre mou, ce n'est évidemment pas l'objectif de Tottenham et d'Ange Postecoglou qui peut commencer à être mis sous pression. Ouais, ce qui est étonnant, c'est que dans la composition, on va dire, de base, à peu près, défensivement, les joueurs qui sont alignés sont de bons joueurs, qui je disais encore cette semaine, les deux défenseurs centraux, par exemple, peuvent intéresser aujourd'hui un club comme le Real Madrid. Van de Ven, peut-être, serait sollicité par le Real, etc. Donc, il y a de bons joueurs, et pourtant, donc là, on a vraiment l'impression que c'est vraiment le choix, pour le coup, de l'entraîneur, qui met le groupe dans une situation comme celle-là. Alors quand c'est positif, parce qu'on ne marque plus, qu'on encaisse, c'est très bien, ça fonctionnera. Là, sur le début de saison, ils ont un peu balbutié, ils ont un peu eu du mal. Mais bon, il y a au moins une vraie philosophie, il y a une vraie envie d'aller de l'avant. Il y a une identité. Il y a une identité. Après, à titre tout à fait personnel, je trouve que parfois il y a de grosses erreurs aussi qui sont forcément la conséquence de ce bloc très haut et de cette manière parfois un peu naïf de défendre ensemble, parce que je ne trouve que ça ne reflète pas la valeur individuelle des joueurs. Il y a un prix à payer. C'est un entraîneur qui veut toujours chercher le déséquilibre chez l'adversaire, et bien il le trouve aussi chez lui. Ceci entraînant cela, voilà, on verra bien si à la fin il aura eu raison, ce sera positif ou pas. Mais c'est vrai qu'au niveau individuel, défensivement, c'est très très fort. Mais qu'au niveau collectif, je pense que cette équipe manque de cynisme. Vous mettez les mêmes défenseurs avec un Mourinho ou quoi, ils vont encaisser 2 fois moins. Parce que si la philosophie dans le vestiaire, c'est les gars, on marquera un but de plus que l'adversaire. Ces petites choses-là qui font que... On voit avec Van de Ven qui va jusqu'à donner un centre. Ce joueur est magnifique, franchement. Mais j'ai envie de dire qu'il est le magnifique balle au pied dans le camp adverse que là où il doit être le plus efficace, c'est-à-dire dans son rectangle. Voilà, en tout cas, West Ham va se déplacer avec de l'ambition. C'était une équipe qui regrettait peut-être le fait d'avoir eu la trêve parce qu'il restait enfin sur une victoire, 4-1 à domicile face à Ipswich, après une série quand même de plusieurs matchs sans victoire. On peut dire que la greffe Lopetegui met un petit peu de temps à prendre et on va voir les résultats en tout cas de West Ham face aux équipes du top. Là aussi, un petit peu comme Tottenham, c'est compliqué. Ce n'a été que des défaites à domicile et 2 partages en déplacement pour cette équipe de Tottenham. Et on va enchaîner avec un autre tableau. On va voir que le bilan défensif de West Ham, assez étonnamment, est meilleur en déplacement qu'à domicile. Ils ont encaissé 9 buts à domicile. C'est la moins bonne défense avec Wolverhampton qui a encaissé 10, mais seulement 2 buts en déplacement. Comment peut-on expliquer ça ?
Fred, vous l'expliquez ou non? Moi, on peut pas l'expliquer peut-être. Non, expliquer quelque chose comme moi, je dis juste simplement que les 5 des 8 points qu'ils prennent, ils les prennent justement en déplacement. Ils sont invaincus en déplacement. Ils vont jouer ici un match à Tottenham. Je pense qu'ils ont toutes les armes. Vous savez que pour moi, c'est une des plus grosses déceptions de l'année, hein, oui. Enfin de ce début de saison. Mais je crois que pour les supporters de West Ham aussi, qui voulaient se débarrasser quand même de David Moyes, hein, malgré ce qu'il a apporté, le titre européen quand même en Conference League. Et donc Lopetegui était un petit peu vu comme le Messi, qui allait donner un football chatoyant, offensif, positif, et qui allait faire gagner des matchs. C'est pas le cas au début de saison, en tout cas. Oui, mais ça, c'est le raisonnement théorique. Après, dans la pratique, on part toujours de la théorie pour arriver à la pratique. Mais bon, après, il y a déjà un changement d'identité. Enfin, quand on parle Moyes d'un côté et Lopetegui de l'autre, c'est déjà deux entraîneurs qui n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Non, bien sûr. Et en plus, il a eu des joueurs, Lopetegui. Il y a quand même West Ham à transférer. C'est pour ça que quand je regarde le noyau de cette équipe, franchement, je trouve que sur ce début de saison, c'est une des plus grandes déceptions. Alors, il y a eu ce bilan là d'1 point sur 9 qui les a quand même plombés. On verra. Ils se sont repris contre Ipswich. Mais enfin, Ipswich, ça reste Ipswich. Hein, c'est pas non plus. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est un bon match pour eux de reprise. Donc, il va falloir. Il va falloir, à un moment donné ou l'autre, qu'ils nous montrent qu'ils sont capables. Il faut le temps, nouveau entraîneur. Là, ils viennent enfin pour la première fois d'enchaîner 2 matchs sans défaite, donc c'est déjà ça. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont fatigués à cause des déplacements. Hein. Vous avez vu cette stat ahurissante. C'est leur 8e match de la saison, le 8e à Londres. Leur premier match hors de Londres, ce sera la 10e journée à Nottingham Forest. Ils n'ont fait que des derbies depuis le début de la saison. Ceci explique peut-être cela. Il y a peut-être eu quelques déplacements internationaux, mais bon. Oui, mais je veux dire, en championnat, vous imaginez ils n'ont pas joué hors de Londres. Pour l'instant, West Ham participe au championnat de Londres. Voilà. Donc, des derbies, c'est souvent... On sait qu'il y en a beaucoup des derbies, mais c'est vrai que là, c'est assez étonnant de les voir casernés à Londres depuis le début de la saison. Ils ont peut-être justement besoin d'aller prendre l'air. En tout cas, on peut parler évidemment de l'aspect offensif et défensif. On va commencer par ça, Christian, parce qu'ils ont encaissé beaucoup de buts, en tout cas en début de rencontre. Et ça, c'est quand même assez étonnant pour une équipe dirigée par Lopetegui. Oui, ça c'est vraiment très étonnant parce que quand il avait repris Séville, quand il a repris les Wolves, la première chose qu'il a fait, c'était un de ses entraîneurs qui, comme Emery, pouvait mettre quelque chose en place défensivement, une bonne assise. Et là, en fait, on voit depuis le début de la saison, et c'était encore le cas le week-end dernier, ils ont déjà encaissé 8 buts dans la première demi-heure. On avait déjà montré les errements dans cette début de partie à chaque fois avec des choses très bizarres. Et là, encore un but en début de match, un but sur phase arrêtée. Et à nouveau courir après le score. Alors c'est vrai, comme dit Jean-François, ils ont réussi à revenir dans le match, mais voilà, c'est se faire peur pour rien, c'est être en difficulté. Et 8 buts dans la première demi-heure, c'est vraiment beaucoup pour une équipe qui a un peu d'ambition. C'est énorme, surtout qu'on n'est pas fatigué à ce moment-là. Non, mais c'est vrai. On n'est pas en place, mais on n'est pas fatigué. Ça, c'est sûr. On peut en tout cas pas mettre ça sur le compte de la fatigue. Et donc voilà, donc c'est vraiment un problème tactique et collectif. Enfin, ici, sur la phase arrêtée, on voit c'est aussi collectif. Oui, mais bien sûr, mais il y a le manque de réaction. Il y a le gardien. Le gardien, oui. Alors, on dit souvent dans cette émission qu'il y a toujours cette période entre un changement d'entraîneur, les principes de l'ancien entraîneur sont toujours là pendant quelques mois. Est-ce que c'est le cas, justement, dans ce passage de témoin entre Moyes et Lopetegui à West Ham ? Là où c'est intéressant par rapport justement à la carence de Tottenham d'encaisser les buts suite à des centres et dans le passage par les flancs, eh bien on a vu les 3 buts qui ont été marqués contre Ipswich. Ces 3 buts qui ont été marqués par le passage par les flancs avec des centres et avec Antonio, Paqueta ou Kudus qui sont à la réception dans le grand rectangle, dans le petit rectangle. On retrouve exactement le modèle de Moyes la première saison quand ils ont fait une saison extraordinaire, qu'ils étaient les meilleurs sur centre, avec des super ballons venant de Bowen et où Antonio avait été très très efficace. Donc on retrouve ce modèle-là. Est-ce que c'est ce modèle-là qui va pouvoir surprendre Tottenham? En tout cas, ça y ressemble. Maintenant, évidemment, il faut confirmer contre une équipe qui a un peu plus de valeur. Mais en tout cas, s'ils reviennent à ce système-là et que c'est exactement ce que Lopetegui veut faire, alors à ce moment-là, on va revoir un West Ham un peu plus chatoyant offensivement. Et je remarque que Michael Antonio, alors je ne sais pas s'il était prévu dans les plans de Lopetegui au départ, mais finalement, il a été mis un petit peu de côté, il revient en force et devient presque de nouveau indispensable pour les Hammers.
Ben, c'est un joueur magnifique, malheureusement un peu trop inconstant, mais quand on lui donne sa confiance et quand c'est un mec du club, donc quand il se sent investi d'une mission d'emmener tout le monde derrière lui, ben, pour l'instant, il est présent, quoi. Et c'est un gros plus, même si on vient de le voir dans ces images, c'est incroyable la présence offensive du côté de West Ham. On sent allez-y, allez-y, allez-y. Donc forcément, il y a des problèmes hors conversion. Ils encaissent beaucoup trop. Rappelez-vous quand même, on parlait on n'en l'a pas dit, mais en Coupe de la Ligue, ils en ont pris 5 à Liverpool. Ouais. Donc ça peut très vite s'enchaîner quand on n'a pas vraiment de cohésion. Donc il y a un prix à payer, comme on disait, pour Tottenham, exactement la même chose, par la philosophie de l'entraîneur, sauf qu'à West Ham, c'est un nouvel entraîneur, donc il faut un peu plus de temps. Oui, mais Lopetegui n'a pas cette réputation. Il a plutôt la réputation de mettre d'abord un bloc équipe en place. Tout à fait. Mais une fois qu'on récupère, là, tout le monde peut y aller. Il y a le bon de sortie. Donc. Bon. Tottenham, West Ham, donc c'est un bon match pour démarrer en week-end. Un très bon match, c'est le 10e contre le 12e. On se dit, bon, c'est le milieu de classement, mais je crois que c'est très important pour les deux équipes, justement, de prendre des points et de sortir de cette. Pour Tottenham, surtout à domicile. Ventre mou, surtout pour Tottenham à domicile. Mais on a vu que West Ham peut être plus efficace en déplacement. Donc, c'est un match qui va nous fasciner d'entrée pour cette 8e journée. On passe à la grosse affiche du week-end. Ce sera dimanche et ce sera Liverpool-Chelsea. Oui, à Liverpool. Jota Canate, 1-0. It is Palmer. Oh, wow! Alors là, on n'est plus du tout dans le ventre mou. Le leader, Liverpool, 18 points, reçoit Chelsea, 4e avec 14 points. Un petit mot quand même de cette équipe de Chelsea, dont on avait de nouveau énormément de doutes en début de saison. Et qui est quand même dans le top 4 après cette journée. Par rapport aux doutes, chapeau. Oui. Parce que moi, je ne m'attendais pas à ce qui est... Et quand on voit même les noms qui jouent, enfin les gars qui jouent, etc., il a même été cherché, Bon, il a le choix, hein, il a un noyau assez important. D'accord, mais Madueke, a priori, quand on démarre la saison, je ne pense pas que tout le monde le mette titulaire dans l'équipe. Donc, c'est un très bon joueur. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré les 46 personnes, les 46 joueurs disponibles, il a quand même fait le tri dans sa tête. Il a quand même maintenant mis quelque chose en place. Et puis surtout, voilà, je trouve que c'est une équipe qui se démerde vraiment pas mal du tout. Alors, ils ont Palmer, ça reste... Un peu d'inconstance encore, mais quand ça marche bien, ça marche très bien. Je ne m'attendais pas, vu le contexte externe à l'équipe, je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne si bien, aussi vite. Je crois que le plus gros facteur, c'est que Cole Palmer n'est plus seul. Maintenant, il y a Madueke et il y a Jackson, qui sont efficaces, qui marquent des buts. Avant, Palmer, il marquait, il faisait des assists, et parfois il se faisait des assists à lui-même, je rigole. Il faisait un assist à lui-même et il marquait lui-même. Il y a deux mecs en plus qui non seulement jouent bien, mais marquent, notamment Jackson, c'était le roi des occasions un peu gâchées. Là, il en met quelques-unes au fond, il participe. C'est vrai qu'on sent un changement, en tout cas, j'ai l'impression, dans les sourires, dans l'enthousiasme, ça devient un petit peu quelque chose de plus concret, même si vous avez raison, je trouve que ils font des résultats, mais dans les matchs, ils sont encore bousculés. Il y a encore des moments d'inconstance, de vulnérabilité. Qui sont peut-être dans le top 4. Pour l'instant, ils sont partis pour, mais c'est pas encore vraiment le Chelsea qu'on a connu. Je marque, je ferme. Je pense qu'ils n'en sont pas encore capables. On reviendra sur Chelsea. On va d'abord faire une comparaison avec Christian sur les deux équipes et on va voir qu'il y a quand même pas mal de similarités entre Liverpool et Chelsea. Oui, alors je précise que c'est le modèle d'efficacité actuel, parce que maintenant les choses sérieuses, on le verra plus tard, vont commencer avec des calendriers plus compliqués. Mais regardez, c'est très 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 étonnant ce qui se passe aujourd'hui dans la Première Ligue. C'est même des équipes du top qui aujourd'hui favorisent plus un plan B qu'un plan A. Regardez, Liverpool n'a marqué que 2 buts sur du jeu dominant placé, Chelsea un tout petit peu plus, mais ça reste que 25%. Et regardez en dessous la ligne de moyenne de l'ensemble de la Ligue, c'est 43% de buts, donc pratiquement un but sur 2 qui sont marqués normalement sur du jeu dominant placé. Et eux sont beaucoup en dessous. Par contre, dans le jeu rapide, le dominant rapide avec, comme on l'a vu souvent avec Luis Diaz et Jota, beaucoup de ballons dans la profondeur, beaucoup de reconversions rapides et aussi très très peu de phases arrêtées. Ça, c'est aussi une des particularités de cette Première Ligue cette saison. Et eux font partie de ce groupe-là. Alors maintenant, avec les calendriers qui vont venir, on va voir si cette augmentation du jeu dominant placé, cette efficacité va grandir. Mais en tout cas, pour le moment, on peut s'attendre à quelque chose de très similaire dans le jeu offensif des deux équipes. Ce qui m'amuse avec ce tableau-là, c'est que finalement, l'entraîneur dit à peu près l'inverse.
Il explique que lui, il veut la possession du ballon. Lequel? Les deux, ici, dans ce cas-là, Maresca et Slot? Ah, Slot. Je parle de Slot. Et les chiffres, quelque part, nous montrent que cette équipe reste efficace sur ces transitions, ce qui était déjà l'ADN de l'équipe avec Klopp la saison dernière. Et il nous explique qu'il a une autre philosophie de jeu. Et dans les chiffres, c'est absolument pas ce qu'on voit. Donc, voilà, ça me fait juste sourire. Succéder à Klopp, c'est un cadeau, mais un cadeau qui peut être empoisonné. Non, mais moi, ils sont quand même leaders après cette journée. J'attends de voir après les 5-6 mois. Ok, on va voir pourquoi. Parce que on va voir Liverpool, pour le moment, finalement, on n'a joué que face à des équipes de la deuxième moitié de tableau. On va le voir sur l'infographie. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu cet accrochage à domicile face à Nottingham Forest, mais là, ils ont joué contre des équipes classées entre la 10e et la 20e place. Ben moi, le plus important, c'est la réaction après cette défaite surprise à domicile. Et après cette défaite, ils ont aligné 5 victoires de suite. Donc, le premier couac de ce début enchanté du nouvel entraîneur où tout est parfait puisqu'il gagne, ben voilà, il y a eu un couac à domicile. Face ce jour-là, une excellente équipe de Forest qui n'excuse rien. Mais moi, pour moi, le plus important, c'était de voir, première adversité, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils ont aligné 5 victoires consécutives. Donc voilà, on va les juger maintenant. Exactement. Ce qui est sûr, c'est que la sauce entre lui et ses joueurs, apparemment, le message passe et la sauce a pris. Maintenant, on va voir contre plus fort. Les choses sérieuses en Première Ligue commencent maintenant. On va voir le calendrier pour les prochaines semaines de Liverpool. Et on va voir que là, maintenant, il y aura des tests quasiment tous les week-ends. Chelsea, puis Arsenal. S'ils sont bons sur transition, ils peuvent aller chercher des points dans ces matchs-là. Ah, bien sûr. Donc voilà, mais c'est pas, Fred, t'es pas d'accord sur le fait qu'il y a un double discours, un entraîneur qui nous dit je vais donner une autre identité au jeu, mais on a encore la même identité. Il dit ça lui-même? Ah bah oui, il le dit lui-même. Ah oui, il l'explique lui-même. Vous savez que moi je pense même que à la fin de l'ère Klopp, Liverpool faisait plus de passes que depuis que Slot est là. Ce qu'il y a, ça dépend des zones du terrain. Voilà, je pense que la grande différence, c'est qu'avec Klopp, on passe en force et celui-ci, il veut d'abord assurer derrière, il veut d'abord un petit peu jouer à la baballe, et puis après, on en revient souvent, je trouve, hein, on dit que c'est le jour et la nuit. Non, par moments, on retrouve des séquences complètement comme celles qu'on avait avec Klopp. Sauf que je pense que lui, d'abord, il veut sécuriser. Lui, je pense qu'il voit une saison global, c'est-à-dire ne pas craquer à la fin quand City commence à gagner tout. Voilà, je ne sais pas si c'est ça, mais voilà, en fait, c'est une approche différente, mais parfois, sur le terrain, on retrouve un peu le même style, quoi. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas une si grande différence entre les deux. Je trouve pas, non, je trouve pas. Alors, Liverpool reste sur une victoire à Palace. Vous parlez souvent de plan A et de plan B, Christian. Est-ce qu'on peut dire que le plan A a fonctionné ce jour-là, dans ce déplacement à Londres, à Palace ? Si le plan A était le jeu dominant rapide, c'est que ça n'a pas fonctionné, donc il a fait l'alternative avec le plan B qui est le jeu dominant placé. Et ça, c'est peut-être maintenant dans la transition justement de ce que Jean-François et Fred expliquent, c'est de peut-être cette mise en place, cette assise. Regardez ce but qui a été marqué, enfin un passage par les flancs, enfin un jeu dominant placé et enfin une réception entre le point de pénalty et le petit rectangle avec notamment une tête. Eh bien, c'est seulement le deuxième but de cette saison, mais ça a permis de marquer comme ça dans ce match ici contre Crystal Palace, le premier match était contre Wolverhampton. C'est seulement la deuxième fois cette saison qu'ils parviennent à y arriver, se sont dans cette zone optimale. Et donc j'espère qu'on va voir Liverpool comme ça un peu plus souvent, parce que rappelez-vous, hein, dans les saisons avec Klopp, on a souvent vanté le passage par les flancs, souvent vanté les centres, souvent vanté la zone optimale et le cordeau. Eh bien, il faut essayer de retrouver ça pour avoir cette alternative justement au jeu rapide et être beaucoup plus complet sur l'ensemble de la saison. Et surtout, il faut aussi marquer des buts sur phase arrêtée, parce qu'un but, c'est vraiment trop peu. Moi, j'ai fait ce match à Palace. Ils auraient pu perdre des points, parce qu'en deuxième mi-temps, Crystal Palace a été très très bon. Et dans ce cadre-là, parce qu'Alisson avait été excellent là-bas, il y a la blessure d'Alisson, qui est quand même un gardien. Ça va compter, hein, quand même. Même si Keller, je ne sais pas s'il va jouer, parce qu'il est fâché. Il est annoncé. Qu'on a acheté un autre, soit. C'est pas lui qui avait remplacé Alisson. Hein. Palace, c'est le gardien, je pense qu'il est tchèque. Hein. Ils ont un autre gardien qui est arrivé du Stade. C'est ça, il est monté au jeu et il a une chose à faire. Et il l'a fait parfaitement dans le timing de la sortie et tout ça. Mais voilà, on ne peut pas juger un gardien sur une action. Non, mais Alisson, c'est quand même un pion essentiel de cette équipe, parce qu'il est rassurant, parce qu'au pied, c'est pas mal du tout. Voilà, ça va être un facteur. Sa longue blessure, je crois que c'est 2 mois. Hein. Ouais. C'est très très long, hein, parce qu'on l'a vu, les matchs vont s'enchaîner. Donc
à surveiller aussi. Oui, sur Liverpool, on a déjà dit beaucoup de choses. C'est un moment crucial, je pense, etc. Et tout en disant qu'à la fois c'est un moment crucial et en même temps j'ai l'impression que ce club n'a pas encore fait sa mue d'après Jürgen Klopp. Pourquoi ? Pour les raisons qu'on a évoquées ici sur le plan du jeu, mais aussi pour des raisons de choses qui se passent en coulisses, c'est-à-dire les reconductions des contrats des joueurs qui sont en fin de contrat. Et à commencer par ça là, évidemment. Voilà, à commencer par ça là. Van Dijk, il y aurait peut-être des signaux positifs. Trent Alexander-Arnold, il semble qu'il partirait plutôt vers le Real, encore une fois. Donc voilà, donc ce sont tous des signes qui, à un moment donné, peuvent aussi le rattraper. Il ne faut pas oublier que dans des saisons maintenant et dans des clubs comme ça, les choses peuvent fort évoluer, fort bouger, parce qu'il y a beaucoup de périodes de transfert. Et donc, au mois de janvier, il va y avoir des bouleversements, peut-être même en interne, parce que voilà, on laisse partir les joueurs quand, si on veut récupérer un peu d'argent, etc. Enfin bon, tout ça. Il y a beaucoup de matchs d'ici là, donc il faudra quand même. Je suis curieux de voir la mue qui va s'opérer, mais qui s'opère sur le terrain, mais aussi dans les coulisses et dans le noyau. Alors, de mue, il faut en parler aussi du côté de Chelsea. C'est la 3e saison avec les nouveaux propriétaires. C'est déjà le 3e entraîneur principal. On sait qu'il y a eu Lampard aussi qui a fait un intérim pendant quelques mois. Donc, à Enzo Maresca. Voilà, on en a déjà parlé un petit peu. Le bilan est plutôt positif sur ce début de saison. On va voir que Chelsea, quand même, est plus efficace en déplacement qu'à domicile. On va le voir sur cette infographie. C'est une équipe qui est plus à l'aise en dehors, finalement, de Stamford Bridge. Je ne sais pas s'il y a une explication. À West Ham, à Bournemouth et à Wolverhampton. Aussi, c'est vrai. Voilà. Bon. Ouais, mais enfin, c'est quand même 10 buts inscrits et 2 reçus en déplacement en première ligue. Ça reste quand même. Non, c'est. Il faut le faire, quoi. Oui, bien sûr. Effectivement. Et puis, Christian, dans ses analyses, a remarqué que Chelsea est très efficace en face à face, en duel. Lorsqu'un attaquant arrive face au gardien, c'est là que Chelsea est finalement le plus efficace. Voilà, c'est la confirmation de ce qu'on a vu sur l'infographie précédente avec le modèle offensif actuel. Il y a beaucoup aussi de transitions rapides et il y a aussi l'utilisation des face-à-face où quand on parvient à faire la différence dans le jeu dominant rapide ou dans la transition rapide, eh bien on est capable de pouvoir se retrouver. Voilà, ici aussi, là, il y a eu la passe et il va faire l'effort individuel, mais il va jusqu'au bout pour pouvoir être en face-à-face avec Areola contre West Ham. Ils aiment beaucoup ça, ils ont marqué beaucoup de buts comme ça. Je crois qu'il y en a 5 déjà depuis le début de la saison. C'est les meilleurs avec Liverpool, justement. Et donc, c'est quelque chose où on va avoir ce genre de choses pendant le match, surtout contre Liverpool. C'est vrai qu'il c'est du costaud devant. Quand on voit Palmer, évidemment, avec la saison exceptionnelle qu'il a fait et maintenant qu'il commence une autre plutôt bien aussi, il a déjà marqué quelques très beaux buts. La confirmation, en tout cas, l'avènement de Jackson, parce que l'année passée, on parlait plus de lui sur ses ratés que sur les buts qu'il a marqués. Nkunku, qui, après toutes ses blessures, revient quand même dans le parcours. Donc le problème n'est pas offensif du côté de Chelsea. Non, il n'est ni offensif ni créatif. Le problème, c'est la cohérence derrière, en perte de balle, et surtout la continuité dans les résultats. Et là, moi, je trouve que c'est ça le gros changement. Je pense qu'ils sont invaincus depuis fin août. Oui. Voilà, t'es pas invaincu en première ligue depuis fin août par hasard. Ils perdent contre City au premier match et puis derrière. Voilà, c'était contre City en plus. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose je pense, qui a changé, nouvel entraîneur, voilà, certainement d'autres mots. Et j'ai envie d'ajouter, ce qui est plutôt positif, je pense que c'est la plus jeune moyenne d'âge de première ligue. On va quand même pas l'oublier, donc ça peut expliquer certaines petites errances défensives. Et avec des joueurs qui ont des contrats de 10 ans, donc ils peuvent grandir ensemble. On sait pourquoi c'est fait, et voilà, on sait que ça ne veut rien dire, mais voilà, c'est vraiment une équipe à suivre, et je pense que pour certaines équipes, c'est une mauvaise nouvelle, parce qu'on a l'impression que Chelsea rejoue de nouveau pour au moins le top 4. J'ai l'impression. Oui. Sur les images qu'on a vues en tout cas, en ayant vraiment cette conception de jeu, c'est je profite là pour le coup de l'erreur de l'adversaire. En tout cas sur 5 buts inscrits comme ça cette saison, avec ses face-à-face, avec ses passes verticales rapides, etc. Et puis un Palmer qui, parce qu'on disait tout à l'heure, Saka est formidable, Palmer l'est aussi. Il a même gagné sa place de titulaire en équipe, en équipe nationale. Donc, déjà la saison dernière. Chapeau à lui. J'entends déjà dire futur Ballon d'Or, ça reste. On va se calmer. On va se calmer. mais c'est bien. Enfin, une confirmation. Parce que souvent, confirmer, c'est pas simple. Et donc, il confirme en ce début de saison.
J'ai déjà dit que l'année dernière, il y avait parfois des comportements, je dirais, non-verbaux que je n'aimais pas trop sur le terrain, des gestes et des choses que je n'aimais pas dans son chef. Je trouve même que ça a disparu. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Bon, on l'a dit, il y a des points communs entre Chelsea et Liverpool. On va voir que pour Chelsea, les choses sérieuses vont commencer également à partir de ce week-end parce que les gros matchs vont s'enchaîner. Liverpool face à Newcastle, à United, face à Arsenal. Ça va être costaud les prochains mois. Les prochaines semaines déjà. Ben oui, il faut les jouer. Voilà, ils ont très bien profité d'un début de saison plus ou moins favorable, même si, rappelez-vous, à domicile contre Palace, un but partout, à domicile contre Forest, je crois, un but partout. Oui, c'est là qu'on voit qu'il y a encore une marche, quoi. C'est encore très irrégulier. Voilà, c'est ça. Mais évidemment, dans les grands matchs, dans les grands rendez-vous, tout le monde est plus concentré, tout le monde a encore plus envie de briller. Donc voilà. Ce ne sont que des suppositions, on verra bien dans les faits après les matchs, mais de toute façon, il faut tous les jouer, les matchs. Bien sûr. Dernier petit commentaire sur Chelsea, on espérait que ce soit l'avènement de Lavia. Oui. Le dernier match, il reste sur le banc, il ne joue pas. Et les deux titulaires pour l'instant sont Caicedo et Fernandes, qui ont, pour la petite histoire, tous les deux fait de longs voyages. Oui. Mais Lavia reste le cas épineux parce qu'il a des rechutes aussi après cette grosse blessure. Donc mais est-ce que avec ce programme qui nous a été présenté maintenant, ils en auront vraiment bien besoin, ou alors est-ce que l'entraîneur va rester sur ce schéma qu'il a choisi maintenant, avec Caicedo, avec Fernandes et avec Palmer juste devant eux, auquel cas ce serait quand même fort préjudiciable du coup pour Lavia. Il y a aussi la Coupe d'Europe, hein. Ils doivent aussi jouer le jeudi, donc je suppose quand même qu'il va faire tourner Lavia n'est pas repris le jeudi. C'est vrai, mais il pourra peut-être jouer alors en Première Ligue et en profiter. Il va jouer en Coupe de la Ligue. En Coupe de la Ligue, c'est formidable. C'est mieux que rien. Bon, on lui souhaite quand même de jouer un maximum de minutes. Et bon, on va terminer avec Christian, parce qu'on a parlé de la force offensive de Chelsea. On a déjà parlé d'un joueur quand même qui, je ne vais pas dire crève l'écran, mais est en tout cas en train de s'imposer dans cette équipe, c'est Madueke. Oui, c'est bien parce que, comme disait Jean-François, quand on a un noyau aussi important et la concurrence est rude, il commence à prendre sa place. Alors, on le connaît évidemment du PSV. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il fait partie en fait de ces ailiers qui marquent plus des buts, comme Brennan Johnson. Il y en a d'autres dans ce cas-là aussi qui sont beaucoup plus efficaces que des vrais donneurs d'assist, en fait, puisque j'ai regardé la dernière fois qu'il a donné un assist sur centre, donc pour un ailier, pour monter au 15 du 11 2021. Donc c'est vraiment très, 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 très loin. Et voilà, c'est encore aussi un joueur, un ailier qui donne pas beaucoup d'assists. C'est un peu comme Brennan Johnson. C'est cette nouvelle catégorie de joueurs qui aime bien rentrer dans le jeu plutôt que d'aller provoquer, d'aller jusqu'à la baseline et d'avoir le tir enroulé. Il a le tir croisé, il a le tir en pivot. Il a beaucoup de qualité au niveau du tir, mais je pense que c'est des joueurs qui doivent aussi passer un cap en termes de nombre d'assists. Alors là, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou être étonné, parce que presque 3 ans sans assist en championnat. Je ne sais pas si Christian reprenait aussi les autres matchs. Pour un joueur offensif qui joue sur un flanc, c'est un peu inquiétant. Sur centre, Serge. Sur centre. Ah, pardon, on corrige quand même. Sur centre. Donc, il fait des passes décisives quand même. Oui, il fait quelques passes décisives, très peu, pas assez pour un ailier de ce niveau-là, mais c'est sur centre. Donc, quelqu'un qui peut apporter quelque chose dans la zone optimale, dans la construction d'une équipe qui joue quand même le haut du classement, c'est quand même très peu. Ben, on voit qu'il aime bien rentrer dans le jeu. Donc ah oui, ça c'est pas un ailier de débordement. Il repique à l'intérieur, quoi. Mais on voit leur course. Quand on voit bien sur l'image, ils sont déjà sur la largeur du rectangle, alors que l'action offensive s'amorce. Ils vont encore faire une course vers l'intérieur avec cette prise de balle, toujours premier contrôle, soit pour passer devant le défenseur et frapper. Donc, c'est sûr, mais il y a une évolution tout simplement parce que je trouve que c'est une évolution qui cadre assez bien avec les chiffres d'attaque rapide, de transition que Christian nous montrait aussi. Et puis c'est joué sous le pied opposé aussi, à gauche et à droite, un droitier à gauche, donc ça facilite quand même le passage. Avec Liverpool aussi. Mais je trouve que ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à un joueur comme ça, c'est que malgré tout, dans la richesse du noyau, etc. Je trouve qu'il y a quand même une recherche, c'est pour mettre en avant l'entraîneur ici, je trouve quand même que se dire, ok, parce qu'il n'était pas titulaire lors du premier match de la saison, il n'est pas titulaire, donc ça veut dire qu'il a gagné ses galons titulaires, et donc ça veut dire aussi que je pense que Maresca vit en harmonie avec son groupe et avec ce que son groupe lui montre. Et ça, je trouve que c'est plutôt positif quand on a un noyau aussi large que le sien, de pouvoir
bien l'utiliser et je pense qu'il se débrouille pas mal, à confirmer dans les matchs à venir évidemment. Mais déjà, il a constitué son noyau à lui. Ouais. Il en a viré de sacrés joueurs qu'il en a complètement viré. Donc ceux qui sont restés dans ses bonnes grâces, ben, ils disent, ben voilà, il m'a choisi, je dois lui rendre aussi quelque chose, quoi. Il a eu le courage, je trouve, de virer combien de joueurs, mais beaucoup. Des très bons joueurs, à dire, voilà, moi je veux travailler avec ceux-là, les autres, désolé, mais au revoir et merci. Donc voilà, les joueurs peut-être qui commencent à lui rendre. Même si Madueke, tout le monde s'attendait à un jour ou l'autre qu'il explose. Depuis. Ça fait tellement d'années qu'on le connaît en Angleterre. C'est la 3e saison à Chelsea. Ouais, mais je veux dire, dans l'équipe de jeunes, il a toujours été international depuis. Et tout le monde disait, celui-là, ça va devenir quelqu'un. Ben voilà, il est temps. Liverpool-Chelsea, quelle belle affiche, ce sera dimanche, coup d'envoi à 17h30. Je vous propose de voir les rendez-vous, le programme du week-end. Tottenham-West Ham, on en a parlé, ce sera aussi sur Divertissez-vous, Goals of the Day. Samedi 19 à 15h45. Il y a 5 matchs qui seront dans le Goals of the Day de samedi et je pense que c'est City qui sera le fil rouge. Wolverhampton, Manchester City. C'est possible, c'est ça. Oui. Bournemouth Arsenal à 18h25, ça c'est un match à suivre aussi parce que Bournemouth joue bien et qu'ils sont capables. Et Wolverhampton aussi, j'ai envie de le signaler. Même s'ils n'ont pas encore gagné contre City, on risque d'avoir un très beau match de football. Okay. C'est Manchester United, Brentford. Petite correction pour le Goals of the Day. Vous avez puisque raison. Bah oui, regardez, c'est le dimanche. Wolverhampton, Manchester City. Exactement. C'est le dimanche, suivi de Liverpool-Chelsea. Et lundi soir, vous aurez également du Monday Night Football avec Nottingham Forest, Crystal Palace. Voilà pour le rendez-vous. Vous pouvez évidemment vivre la Première Ligue sur vos Sport World et la vivre aussi un petit peu autrement avec Discord et le QR code que voilà pour rejoindre la communauté, accompagner Vision du jeu et donc Christian sur la rencontre principale du week-end. Là, je pense là, on ne se trompe pas, Christian. Non, ce sera Liverpool-Chelsea dimanche. Je serai là avec les abonnés et on va essayer de vivre ça avec eux. Voilà pour Discord. N'oubliez pas aussi également nos différents réseaux sociaux, médias sociaux. Que voilà, on a fait le tour de la question. Merci Jean-François. Avec plaisir. Merci Frédéric. On se retrouve évidemment ce week-end aux commentaires des rencontres de Première Ligue. Et on retrouve Christian la semaine prochaine pour un nouveau PL Club. Passez une excellente semaine, Christian. Merci à vous aussi. Et à très bientôt. Bye bye. Après la trêve internationale, la Première Ligue fait son retour ce week-end. Samedi à partir de 13h25, commencez cette 8e journée par le derby entre Tottenham et West Ham. Puis à 15h45, suivez le Goals of the Day avec Fulham face à Aston Villa. Ipswich qui reçoit Everton. Le déplacement de Brentford à Manchester United. Mais aussi le duel entre Newcastle et Brighton. Sans oublier Southampton, Leicester. Et dès 18h25, retrouvez Arsenal en visite à Bournemouth. Ensuite dimanche à 14h55, Manchester City se déplace à Wolverhampton. Et à partir de 17h20, vivez le choc entre Liverpool et Chelsea. Enfin lundi dès 20h55, profitez de Nottingham Forest, Crystal Palace. L'intégralité de la Première Ligue, c'est en exclusivité sur vous Sport World.